L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres d'une part et la République de Cuba d'autre part. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée des Affaires européennes. Madame la ministre, vous avez la parole. Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur Didier Quentin, Mesdames et Messieurs les députés, il vous est proposé aujourd'hui d'examiner le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et Cuba, signé le 12 décembre 2016. Les négociations de cet accord ont été lancées en avril 2013 et ont abouti en décembre 2016 avec sa signature. Comme vous le savez, notre pays a toujours conservé des relations avec Cuba. Le premier chef d'État occidental à s'être rendu dans l'île pour une visite bilatérale depuis la révolution cubaine a été un président français. La France a joué un rôle moteur pour faire aboutir ces négociations entre l'Union européenne et Cuba, qui ont été facilitées par le contexte nouveau créé par l'établissement de relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis en 2015. Cet accord entre l'Union européenne et Cuba est un pari. Alors qu'une nouvelle génération de dirigeants cubains arrive au pouvoir à La Havane avec le départ de Raúl Castro et que les autorités cubaines souhaitent adapter à cette nouvelle donne les structures économiques et sociales du pays, nous faisons le pari d'accompagner et d'encourager cette ouverture. Nous le faisons pour développer les échanges avec les autorités et la société civile cubaine. C'est d'ailleurs le premier grand chapitre de cet accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et Cuba. Promouvoir le dialogue politique et la coopération, en particulier sur les questions de justice, de sécurité des citoyens et de protection sociale. Ce dialogue devra bien sûr aborder également les questions liées à la situation des droits humains, des libertés publiques, de la liberté d'expression et la situation des dissidents. Je ne sais pas si ça les fait rire, eux. Bon. Partout, parler de droits de l'homme, partout, c'est le choix de la France avec tous ses interlocuteurs, également avec le président Poutine, par exemple. Nous avons des différences d'approche évidentes avec Cuba sur ces questions. Cet accord de dialogue politique et de coopération doit permettre de les aborder franchement dans le cadre d'un dialogue spécifique entre l'Union européenne et Cuba. La prochaine session de ce dialogue se tiendra au début du mois d'octobre à La Havane. La promotion des principes démocratiques et des libertés fondamentales constitue ainsi des dispositions essentielles de cet accord. Le deuxième pari que nous faisons avec cet accord, c'est celui d'encourager l'ouverture économique de Cuba, à la fois condition et conséquence de l'ouverture politique. C'est le second grand chapitre de cet accord de partenariat sur les relations et la coopération entre l'Union européenne et Cuba, consacré aux échanges commerciaux et à la coopération entre l'Union européenne et Cuba. Les dirigeants cubains sont conscients que l'économie de leur pays a un besoin crucial de financement et d'investissement étrangers, notamment pour développer les infrastructures et les capacités de production du pays. Cet accord permettra d'accompagner leur volonté de mettre en œuvre cette ouverture économique, ce qui passera par l'adoption de réformes de grande ampleur et complexes. L'Union européenne consacre à Cuba, pour la période 2014-2020, un appui de 50 millions d'euros dans les secteurs de l'agriculture durable, de la sécurité alimentaire pour 21 millions d'euros, de l'environnement et du changement climatique pour 18 millions d'euros, et dans le secteur social et culturel pour 16 millions d'euros. Cet accord permettra le développement d'une assistance technique et financière et la mise en œuvre d'instruments innovants de coopération et de financement. Cet accord vise enfin à établir entre l'Union européenne et Cuba un dialogue plus étroit sur des politiques sectorielles, notamment sur les questions de développement durable
l'agenda 2030, les questions de désarmement et de non-prolifération, et les questions de protection de l'environnement et de climat. Cuba est un pays très actif dans les enceintes internationales, notamment pour la négociation des textes sur le climat et sur l'environnement. Cuba a joué un rôle essentiel, nous nous en souvenons, pour rallier à l'accord de Paris un certain nombre de pays et peut jouer le même rôle pour l'élaboration du pacte mondial sur l'environnement. C'est également un pays qui demeure une voix écoutée au sein de l'Amérique latine et des Caraïbes et qui conserve une grande influence dans le mouvement non aligné. Il est donc de notre intérêt de renforcer les liens et les échanges entre l'Union européenne et Cuba. À cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord de dialogue politique et de coopération, les deux parties s'engagent à renforcer leurs échanges dans les enceintes internationales, en particulier aux Nations unies, et à poursuivre et à promouvoir le partenariat entre l'Union européenne et la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. La mise en œuvre de cet accord fait aussi écho au développement des relations entre la France et Cuba. Nous aussi, nous avons fait le choix d'encourager les autorités cubaines dans leur volonté d'ouverture, avec notamment le développement des échanges universitaires et scientifiques, l'arrivée en 2016 à Cuba de l'Agence française de développement, la signature d'une feuille de route économique conjointe pour identifier des projets de coopération dans les domaines prioritaires, la mise en œuvre d'outils de financement pour accompagner les entreprises et les opérateurs prêts à s'engager dans des projets d'investissement à Cuba. Jean-Yves Le Drian s'est rendu à Cuba les 28 et 29 juillet dernier. Il s'agissait de la première visite à Cuba d'un ministre des Affaires étrangères d'un pays membre de l'Union européenne depuis l'entrée en fonction du président Díaz-Canel. Il a réaffirmé à cette occasion notre disposition à approfondir les relations et les coopérations avec Cuba afin de soutenir l'ouverture de ce pays et d'accompagner le processus de modernisation de l'économie et de la société cubaine. En définitive, il s'agit, en adoptant cet accord, de soutenir l'ouverture de Cuba en promouvant le dialogue et les échanges à la fois avec les autorités et la société civile, de poursuivre un dialogue exigeant sur la question des droits humains et du respect des libertés fondamentales, d'encourager et accompagner les mesures qui faciliteront le développement des investissements et l'intégration de Cuba dans l'économie mondiale, de renforcer les programmes de coopération entre l'Union européenne et Cuba. Tels sont, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, les principaux objets et l'ambition de cet accord et les principales observations que je souhaitais partager avec vous sur l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et Cuba, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Didier Quentin, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères, pour 10 minutes. Monsieur le rapporteur. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, mes chers collègues, le projet de loi soumis aujourd'hui à notre approbation vise à autoriser la ratification par la France de l'accord de dialogue politique et de coopération entre Cuba et l'Union européenne qui a été signé à Bruxelles le 12 décembre 2016. Rappelons le contexte dans lequel il s'inscrit. Au plan intérieur, Cuba est aujourd'hui en pleine transition, aussi bien au plan politique qu'économique, et il apparaît intéressant d'accompagner cette évolution, même si elle est encore timide. Et quels qu'aient été nos sentiments et nos jugements sur la politique conduite dans ce pays ces 50 dernières années. Sur le plan politique, nous assistons au début de l'ère post-Fidel, avec le retrait de la direction de l'exécutif de Raúl Castro et avec l'arrivée à la tête de l'État de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, qui vient de se rendre à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. Raúl demeure néanmoins à la tête du parti jusqu'en 2021. Évidemment, l'orientation politique du régime devrait demeurer, mais c'est un changement de génération qu'on assiste. Celle qui a participé à la révolution cubaine cède la place à une génération qui n'a pas connu 1959. Sur le plan économique, les besoins sont immenses et la population attend une amélioration de ses conditions de vie, ce à quoi le pouvoir actuel s'est engagé.
Mais la crise de liquidité que traverse le pays est clairement un obstacle au développement des activités économiques, puisqu'elle se traduit notamment par une chute des importations. De plus, l'absence chronique d'investissements directs étrangers maintient le pays sous pression. Enfin, la crise vénézuélienne et le durcissement des relations avec les États-Unis pèsent fortement sur l'économie cubaine. Au plan régional, en effet, les perspectives se sont assombries. Tout d'abord, la normalisation des relations avec les États-Unis, initiée sous la présidence de Barack Obama, est menacée par l'administration de Donald Trump. Quelques mois après son arrivée à la Maison-Blanche, il a annoncé vouloir mettre fin à la politique américaine de desserrement de l'embargo à l'égard de Cuba, même s'il nous a été confié qu'il avait dans le passé envisagé d'y faire des affaires. Le business a ses raisons. Les restrictions sur les déplacements et les tracasseries financières ne facilitent pas les échanges, s'y ajoutent les effets de la crise vénézuélienne, principal partenaire économique et financier de Cuba, qui aggrave la crise de liquidité du pays. Dans ce contexte, l'Union européenne apparaît comme une alternative face aux États-Unis. C'est également un allié politique et économique indispensable pour soutenir la transition cubaine. Elle n'est d'ailleurs pas la seule. Cuba entretient d'excellentes relations avec le reste de l'Amérique latine, mais aussi et surtout avec la Chine et la Russie. L'Union européenne est ainsi devenue, au fil des ans, le premier partenaire économique de l'île, après le Venezuela, et le premier investisseur dans la région. Cependant, le dialogue politique de l'avis des Latino-Américains n'est pas toujours à la hauteur des liens économiques. Cet accord marque donc une nouvelle étape dans la coopération entre l'Union européenne et Cuba. La France y a beaucoup œuvré, puisque c'est sous sa présidence de l'Union européenne, en 2008, avec Nicolas Sarkozy, que l'impulsion a été donnée en vue de négocier cet accord. Sur le fond, contrairement aux autres accords entre l'Union européenne et les pays de la région, Chili, Mexique, pays andins, Amérique centrale, Caraïbes, tous en vigueur, à l'exception de l'accord Union européenne-Mercosur, qui, heureusement, pour beaucoup d'entre nous, n'a pas abouti à ce jour, l'accord Union européenne-Cuba est uniquement un accord politique et de coopération sans volet commercial tarifaire. Néanmoins, son champ est très large et ouvre des perspectives de coopération dans de multiples domaines. Le développement durable, la non-prolifération, le dérèglement climatique ou encore la coopération commerciale. Et j'ajoute, avec une certaine circonspection, la bonne gouvernance et les droits de l'homme. Je me permets de vous renvoyer au rapport pour l'analyse détaillée et je soulignerai seulement les conséquences attendues de l'accord pour la France et les points de vigilance à surveiller dans sa mise en œuvre. Au plan politique, la question des droits humains et des libertés publiques sera au cœur de nos préoccupations. Si Cuba présente, en matière de droits économiques, culturels et sociaux, un bilan globalement positif, comme aurait dit le camarade Marché, en raison notamment d'un système éducatif et de santé gratuit et de bon niveau, voyez l'objectivité, il reste encore beaucoup à faire pour que progresse le niveau de vie des Cubains. En revanche, l'exercice des libertés publiques, d'expression, de rassemblement ou d'association notamment, fait l'objet de fortes restrictions, tant légales qu'informelles. Je note que la peine de mort n'a pas été abolie, mais l'ambassadeur de Cuba à Paris nous a assuré qu'elle n'était plus appliquée. Plusieurs organisations de la société civile sont victimes de vexations multiples, de poursuites judiciaires, voire d'arrestations. Je rappelle qu'en 1997, j'étais déjà député, notre ancienne collègue députée du Nord, Françoise Ostalier, avait lancé une opération de parrainage de détenus politiques cubains, à laquelle nous avions été nombreux à participer. Les journalistes indépendants connaissent aussi de grandes difficultés, puisque l'État dispose du monopole en matière de presse écrite comme audiovisuelle. Cuba est classé à la 172e place sur 180 pour la liberté de la presse. Le développement d'Internet a cependant permis l'apparition de nouveaux modes d'expression, pas ou mal contrôlés par l'État, blogs, réseaux sociaux, etc. Leur combat, souvent soutenu depuis l'étranger, n'a toutefois que peu d'impact auprès de la population qui souhaite surtout une amélioration de ses conditions de vie. À cet égard des droits humains, la France privilégie une approche européenne dans le cadre du dialogue de haut niveau sur les droits de l'homme. La troisième et dernière session en date a eu lieu le 22 mai 2017 à Bruxelles. Sans produire de miracle, il semble que ce processus de dialogue porte davantage ses fruits que la logique de fermeture adoptée par les États-Unis.
Nous devons donc la poursuivre. Et la prochaine réunion aura lieu au début du mois d'octobre à Cuba, comme l'a rappelé il y a quelques minutes Madame la ministre. Au plan environnemental, l'accord comporte un volet relatif au développement durable et aux questions écologiques et climatiques. C'est un axe fort de coopération où la France doit faire valoir ses atouts dans un contexte de redéfinition de la politique énergétique cubaine. En effet, largement dépendant des importations de combustibles fossiles, l'énergie demeure l'un des principaux talons d'Achille, si je puis m'exprimer ainsi, de Cuba. L'île a subi successivement l'effondrement de l'Union soviétique à la fin des années 80, puis la grave crise économique du Venezuela depuis 2016. La production électrique cubaine est assurée par un parc vieillissant de centrales thermoélectriques fonctionnant essentiellement au pétrole et au gaz. La nouvelle politique énergétique cubaine a donc pour objectif l'augmentation de la production électrique, l'augmentation de la part d'énergie renouvelable et une meilleure efficacité énergétique. La France doit saisir cette occasion pour faire valoir son expertise. Enfin, au plan économique, le but de l'accord est de créer un environnement plus favorable, prévisible et transparent pour les opérateurs économiques. Il faut noter cependant qu'aucun volet relatif à la libéralisation de lignes tarifaires n'est contenu dans l'accord et que la protection des investissements n'est pas couverte. Pour la France, de nouvelles opportunités s'ouvrent dans des domaines prioritaires tels que le tourisme, l'énergie, les infrastructures, la santé, les transports ou encore l'agroalimentaire. La signature de contrats par des entreprises françaises, comme récemment la reconstruction de l'aéroport de La Havane, illustre ce rapprochement. Mais il y a encore des marges de progression, notamment pour ce qui est des flux commerciaux et de la facilitation des investissements. En effet, l'ambassadeur de Cuba nous a fait part des difficultés des banques françaises à travailler sur place, alors que des banques canadiennes ou espagnoles y parviennent. Il y a là un sujet important à creuser avec le ministère de l'Économie et des Finances. Je soulignerai enfin que les processus de ratification sont en cours. À ce jour, l'accord a été ratifié par 11 États membres de l'Union: Bulgarie, République tchèque, Allemagne, Estonie, Hongrie, Lettonie, Finlande, Danemark, Espagne, Luxembourg et Slovaquie. Notre commission des affaires étrangères, Madame la Présidente, a émis un avis favorable à l'adoption du présent projet de loi, avec toutefois quelques abstentions justifiées par la situation des droits humains et des libertés publiques. Nous pouvons ainsi donner un signal positif à un pays dont le poids politique en Amérique latine est important, au-delà des divergences idéologiques. Cuba est pour l'Amérique latine, y compris pour le Mexique, un pays dont la voix compte. C'est aussi en cohérence avec nos engagements, puisque, je le répète, et c'était surtout destiné à mes collègues républicains, je le répète, c'est la France qui, du temps de la présidence de Nicolas Sarkozy, a joué un rôle moteur dans le rapprochement avec l'Union européenne. J'ajouterai, en me tournant vers notre collègue Mélenchon, que j'avais dit dans la commission que dans ma jeunesse, je n'avais pas d'affiche de Che Guevara dans ma chambre d'étudiant. Et notre collègue m'a dit que c'était un grand tort parce que le docteur Guevara avait porté secours et avait soigné des marins français qui avaient eu un naufrage pas loin de Cuba et sur un bateau qui s'appelait La Coubre. Alors j'y étais très sensible parce que ce lieu est précisément dans ma circonscription au nord de Royan. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des conversions, même si elles sont tardives. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à madame Marielle de Sarnez, présidente de la Commission des Affaires étrangères. Madame la présidente, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, tout d'abord un grand merci à Didier Quentin pour la grande qualité de son rapport. Cet accord entre Cuba et l'Union européenne dont nous débattons aujourd'hui est, je le crois, un accord historique. Pour Cuba, bien sûr, au moment où les dirigeants issus de 1959, dont Raúl Castro, cèdent peu à peu le pas à une génération nouvelle, et au moment où ce pays ouvre une page nouvelle de son histoire, cesser à une transition économique et sociale dont le principal défi est celui, bien sûr, d'améliorer les conditions de vie de ses habitants. Cet accord est historique pour l'Union européenne également. Il marque enfin la reprise d'un véritable dialogue politique avec Cuba.
Premiers investisseurs dans la région, les Européens devaient, selon moi, rehausser leur coopération à la hauteur de leurs échanges économiques avec l'île. Mais surtout, à l'heure où les relations de Cuba se distendent avec les États-Unis, l'Union européenne fait ainsi la preuve qu'elle peut conduire sa propre politique extérieure fondée sur le dialogue et le multilatéralisme davantage que sur la démonstration de force. Dans ce contexte nouveau, nous devons, me semble-t-il, être aux côtés de Cuba et soutenir la transition en cours, sans rien céder, bien sûr, c'est les points de vigilance qui sont les nôtres, en particulier sur les droits humains et les libertés publiques. Mais cet accord, il est aussi, et c'est pour moi important, un symbole important auquel l'ensemble des Caraïbes et de l'Amérique latine sont sensibles. Et je veux, si vous me le permettez, m'y attarder quelques minutes. La France entretient depuis longtemps une relation forte et ancienne avec l'Amérique latine du fait des idéaux d'émancipation et de liberté incarnés par notre pays. Souvenons-nous, on se souvient tous des images de l'incroyable tournée du général de Gaulle et de la clameur des peuples qui l'accueillaient en Amérique latine. La France a constamment œuvré, avec l'Espagne, avec le Portugal, à renforcer le dialogue politique entre l'Amérique latine et l'Union européenne. Cette intuition était bonne et elle est plus encore aujourd'hui compte tenu du repli américain. L'Union européenne est toujours le principal fournisseur d'aide au développement, le deuxième partenaire commercial et le principal investisseur en Amérique latine. Malheureusement, on ne peut que constater que le partenariat de haut niveau entre l'Union européenne et l'Amérique latine est à la traîne, et ce depuis les années 2000. Il nous faut donc retrouver l'objectif originel de l'association stratégique entre Europe et Amérique latine. Cet objectif originel, au fond, d'une entente et d'une unité entre des peuples de bonne volonté, seuls à même de peser sur les affaires du monde et de contribuer ainsi à son équilibre. Je souhaite donc pour ma part que la France soit demain à l'avant-garde de cette démarche et tourne son regard, plus qu'elle ne le fait, même beaucoup plus qu'elle ne le fait, vers cette Amérique latine avec laquelle nous avons de toute évidence un destin commun. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Nous entamons à présent la discussion générale. Monsieur Alain David, pour le groupe socialiste et apparenté, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames et mes chers collègues. Nous nous attardons aujourd'hui utilement sur la ratification de cet accord politique et de coopération entre l'Union européenne et la République de Cuba. Ce projet de loi revêt un véritable contenu politique avec un pays ami de la France, avec lequel les relations sont anciennes, solides et prometteuses. On peut ainsi se féliciter que la France ait été à l'initiative de ce processus de dialogue renouvelé entre la République de Cuba et l'Union européenne lorsqu'elle assurait la présidence de l'Union en 2008. On peut également se féliciter que les négociations aient été relativement rapides à l'échelle diplomatique, entendons-nous. On peut encore se féliciter, alors que cet accord était négocié, le président de la République, François Hollande, ait donné un signe fort de volontarisme en effectuant en mai 2015 la première visite officielle d'un chef d'État français à La Havane depuis la Révolution de 1959 et en accueillant quelques mois plus tard, en février 2016, le président Raúl Castro pour une visite d'État en France. Puisse notre débat en séance donner à cet accord un écho au moment où les relations entre Cuba et son puissant voisin américain se détériorent, malheureusement après l'embellie de la présidence Obama, et où le pays poursuit lentement mais positivement sa transition politique, économique et sociale. Notre rapporteur l'a justement souligné, Cuba est un pays dont le poids politique en Amérique latine et dans le monde est important et un pays dont la voix compte.
On l'a d'ailleurs vu avec une grande satisfaction en décembre 2015, lorsque Cuba a activement contribué à la conclusion de l'accord ambitieux du sommet de Paris, la COP21, en jouant un rôle de facilitateur avec certains pays initialement réticents. Cet accord n'est pas une fin en soi et la France a la responsabilité d'aller au-delà dans le cadre des relations bilatérales renforcées avec Cuba, comme cet accord l'y invite. Comme nous avons fait par exemple en 2016 en matière d'aide au développement, lorsque la dette cubaine vis-à-vis de la France a été restructurée, ou lorsque un mois de la culture française a été organisé à Cuba. Nous devons ainsi multiplier les initiatives pour un partenariat renforcé. Qui plus est, si la dimension commerciale n'est pas absente, nous pouvons nous satisfaire qu'elle ne soit pas le principal, voire l'unique volet de l'accord. Ainsi, le dialogue permanent entre les pays de l'Union et la République de Cuba doit permettre, comme à l'ONU, d'améliorer le partenariat avec la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Quand je dis cela, j'espère d'ailleurs que notre action ne se limitera pas à des déclarations d'intention ou à des discours qui ne seraient pas suivis d'actes. Levons d'emblée tout suspense. Le groupe socialiste et apparenté votera avec satisfaction cet accord, réaffirmant un attachement commun au multilatéralisme et au respect des droits de l'homme en engageant les parties sur la voie de la coopération, du dialogue et de la compréhension mutuelle. En promouvant la démocratie et la bonne gouvernance, et on sait que des progrès restent à faire en la matière, en engageant une collaboration en matière de justice et de sécurité, en s'attachant au développement et à la cohésion sociale, en insistant sur la nécessaire protection de l'environnement et sur la gestion des risques liés au changement climatique, en mettant en avant le développement économique dans de nombreux domaines, de l'agriculture au tourisme, en passant par l'énergie ou les transports, en ambitionnant de développer les échanges commerciaux entre Cuba et les pays de l'Union européenne, ou en faisant une large place à la coopération artistique et culturelle. Cet accord va dans le sens d'une relation apaisée et fructueuse avec la République de Cuba. La France, notamment depuis la feuille de route bilatérale signée en 2016 par le ministre cubain du Commerce extérieur et son homologue français Mathias Fekl, est plutôt présente à Cuba. Ainsi, selon notre rapporteur, l'entreprise Bouygues est implantée de longue date et peut être considérée comme le principal employeur étranger de l'île, avec près de 10 000 employés nationaux et quelques 300 collaborateurs français expatriés. De même, les entreprises françaises sont présentes dans les domaines du tourisme, de l'énergie, de la santé, de l'agroalimentaire et des transports. D'ailleurs, au moment où le gouvernement s'engage par la loi Pacte vers l'aberrante privatisation de fleurons comme la Société des aéroports de Paris, il est bon de souligner que son statut public n'est sans doute pas étranger à ce qu'elle se soit vue confier par les autorités cubaines la concession de l'aéroport José Martí de La Havane en plein développement. L'Union européenne est d'ores et déjà le second partenaire de Cuba après le Venezuela et le plus gros investisseur étranger. Les Européens constituent d'ores et déjà un tiers des touristes et visiteurs à Cuba. Il faut tenir compte du réexamen complet des politiques des États-Unis à l'égard de Cuba, coupablement initié par l'administration Trump, et des effets des difficultés économiques du Venezuela pour que l'Europe, et en particulier la France, joue un rôle encore accru à Cuba. On ne peut pas se satisfaire que, malgré un intérêt pour le marché cubain, le commerce bilatéral ne parvienne pas à croître davantage. Formons le vœu que l'amitié solide et ancienne entre nos pays soit renforcée par la ratification de cet accord, déjà adopté par 11 autres États de l'Union. Nous pouvons espérer la poursuite de l'ouverture et la démocratisation du pays à la faveur du développement du tourisme, de la diffusion des idées par les échanges, la coopération en matière d'éducation, de recherche, l'accès à Internet, aux réseaux sociaux. Soyons exigeants en matière de respect des droits de l'homme et bienveillants avec un pays frappé par un embargo persistant et pénalisant. Une nouvelle constitution est en cours de rédaction et le président Miguel Díaz-Canel montre des signes d'ouverture qu'il convient d'encourager.
L'occasion de ce débat parlementaire et de l'adoption, je l'espère, de ce projet de loi est belle pour inviter le président à une visite en Europe et en France. Un pays avec une telle histoire, une culture originale, un haut niveau d'éducation et de santé, un rayonnement politique en Amérique latine et dans de nombreux pays, a tous les atouts pour devenir une véritable démocratie. La France doit jouer tout son rôle afin d'accompagner les progrès à Cuba. Nous serons vigilants. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise. Monsieur le Président, vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes collègues, vous avez eu raison, Madame la Présidente, de dire que la première raison de s'intéresser à cet accord, c'est d'abord qu'il attire de nouveau notre regard vers l'Amérique latine, direction du monde dans laquelle trop souvent les élites françaises, fascinées par le monde anglo-saxon ou germanique, oublient de regarder. Pourtant, les 500 millions d'hispanophones partagent avec nous une culture profonde qui est liée à celle de notre histoire de la Grande Révolution de 1789. Et s'il y a eu des conquistadors, pour l'honneur de l'Amérique latine, tous les libertadors, tous, sans exception, étaient rattachés à la philosophie des droits de l'homme, aux Lumières, et pour beaucoup d'entre eux, à la loge maçonnique Le Otaro, qui était d'abord située à Londres, puis ensuite à Marseille, pour l'honneur de ma bonne ville. Mais s'agissant de... Moi non plus, mon cher rapporteur, je n'avais pas la photo du Che dans ma chambre, c'était celle de Salvador Allende. Et Salvador Allende, assassiné comme vous le savez, et ensuite je ne peux pas oublier de quel secours fut Cuba à tous ceux de mes amis et camarades torturés, maltraités de toutes les manières possibles, qui s'enfuyaient et que Cuba accueillait, réparait, soignait, remettait sur le chemin de l'existence. Bon, ça me fait une dette personnelle, comme à beaucoup d'hommes de ma génération et de ma filiation politique d'hommes et de femmes, bien sûr, pour qui Cuba aura représenté ce point d'appui. Qu'il est pour beaucoup de peuples de l'Amérique latine, que les gouvernements soient de droite ou de gauche, il est extrêmement rare que l'un s'abaisse à céder aux gringos en refusant l'accès d'une conférence internationale à Cuba. Cuba est un point d'appui nationaliste, le nationalisme en Amérique latine est progressiste, et est un point d'appui pour tout ce continent, et par conséquent, c'est un interlocuteur naturel, incontournable de toute diplomatie qui part des réalités et se préoccupe moins des fumées de l'Union européenne qui se sent obligée chaque fois qu'elle ouvre la bouche sur Cuba d'y ajouter toutes sortes de couplets sur la liberté, sujet dont elle se soucie beaucoup moins quand il s'agit de la peine de mort chez Madame la Ministre en Arabie Saoudite, car à cette heure, il y a eu 0 personne condamnée à mort à Cuba, tandis qu'il y en a 48 d'exécutés en Arabie Saoudite, à qui on continue à vendre des armes pour assassiner les Yéménites. Et à cette heure-ci, M. Badawi a déjà reçu 50 coups de fouet, et il lui en reste 950 à recevoir au cours des années qui viennent. Et je ne me souviens pas qu'on ait entendu beaucoup de protestations, mais je laisse ça de côté, c'est pourquoi je me suis permis tout à l'heure de vous interrompre, parce que je fais partie de ces gens qui supportent mal les leçons qui sont données à Cuba, quand le reste du temps, on est si économe d'indignation pour d'autres directions du monde. Et vous avez bien voulu, monsieur le rapporteur, rappeler que nous avions une petite dette que je vous avais signalée. Alors je voudrais préciser, les marins français et les Français qui se trouvaient sur le quai du port de la Havane ne sont pas morts parce qu'il y avait un naufrage, mais parce que les États-Unis d'Amérique avaient piégé un bateau qui transportait des munitions, tout à fait légalement, que nous étions en train de livrer à Cuba. Et le bateau a explosé dans le port. Comme le ministère dans lequel siégeait le Che était à côté, le Che étant Toubib, est descendu sur le quai pour aider et assister les gens. Et la photo que vous connaissez tous, celle qui a sur tous les t-shirts, c'est le Che à la fin de la journée, absolument épuisé à avoir passé sa journée à soigner des gens, qui regardent dans le vide et non pas l'horizon fantastique du socialisme et celui de son épuisement. Et il a été capté à ce moment. Et cette photo est restée pour l'histoire, la photo d'un moment où le Che venait de s'occuper aussi de Français. Je le signale pour la petite histoire, c'est la Coubre. Et notre ambassadeur, au moins l'avant-dernier, je crois, faisait à intervalles réguliers, tous les ans, aller avec ses petites fleurs, à l'endroit où les Français viennent rendre hommage, et nous sommes les seuls, à ce moment de notre histoire. Souvent, Cuba est injustement comparé à toutes sortes d'autres pays, mais ça n'a pas de sens. Cuba est d'abord une île
des Caraïbes. C'est donc au niveau moyen des Caraïbes qu'il faut comparer Cuba pour comprendre quel espoir elle représente pour des populations. Et tout le monde sait très bien qu'il vaut mieux 1000 fois être cubain qu'être haïtien, parce que à Cuba, personne et aucun enfant ne mange de la terre, comme en Haïti, parce qu'à Cuba, nous avons des records d'encadrement, personne ne meurt de faim, tout le monde va à l'école, tout le monde bénéficie de toutes sortes de services, certes des fois élémentaires comparés à ceux de la Suisse ou de la France, mais tout à fait exceptionnels par rapport à la situation moyenne des Caraïbes. Mais si on doit faire des comparaisons, il faut aussi accepter d'en faire avec nous-mêmes, et elles ne sont pas toujours à notre avantage, nous Français. En effet, le taux d'alphabétisation des populations cubaines est supérieur à celui de la France, il vous reste à le savoir, beaucoup d'entre vous le savent. Le taux d'encadrement médical est supérieur à Cuba qu'il l'est en France. Le taux de guérison des maladies ordinaires est supérieur à Cuba. De la même manière, Cuba a engagé une transition écologique dans son agriculture que notre pays n'a pas commencé, tant et si bien que, j'en conviens un peu sous la contrainte, Cuba est parvenu à se passer de pesticides, et si donc vous cherchez des alternatives au glyphosate, vous pouvez aller les chercher à Cuba, elles existent, de la même manière que si vous cherchez un vaccin contre le cancer du poumon, allez à Cuba, il existe. Les Cubains sont d'ailleurs prêts à commercer avec nous, mais ils ne veulent pas vendre leur procédé à Sanofi, ce qui se comprend. Ils préféreraient le faire dans une relation de coopération sincère où l'on chercherait d'abord à guérir des gens ou à prévenir la maladie avant que de réaliser des profits. L'espérance de vie des Cubains, il faut le rappeler, dans l'environnement des Caraïbes, c'est 79 ans pour les hommes, sachant que nous, c'est 82 ans. Donc ça va, c'est pas trop mal, hein. La réussite est là. Oh, on ne dira pas, bien sûr, que tout est parfait. Qui oserait dire ça? De quel pays peut-on le dire? On ne dira pas non plus qu'on voudrait importer un régime politique comparable à celui de Cuba. En tout cas, moi, je ne le propose pas. Peut-être que d'autres le proposent, mais pas moi, ni aucun de mes amis. Mais par contre, oui, il y a des choses qui nous inspirent. Alors, certainement pas le parti unique. Non, ce n'est pas l'idée à laquelle nous tâchons. Mais oui, nous sommes intéressés et nous trouvons une idée, quand nous les voyons, faire une transition comme celle qu'ils sont en train de faire, en organisant une constituante avec des débats qui ont lieu dans tout le pays. Vous avez des gens qui vous disent « Ah ben moi je m'en fiche, j'irai pas », ou bien qui disent « Moi de toute façon je suis pas d'accord », et qui vont le dire dans des réunions. Cuba ne fonctionne pas comme beaucoup de caricatures croient qu'elle fonctionne. D'ailleurs, ne croyez pas une seule fois qu'on maintienne un pays derrière un régime pendant autant d'années, simplement avec une police politique. Il lui faut une certaine dose de consentement. Et ce consentement s'appuie sur des faits qui, dans la vie, méritent de retenir notre attention au moins autant que les critiques que nous avons à faire. Parce que franchement, pour ce qui est de la liberté de la presse, évidemment, le régime de la propriété absolue par l'État de toute la presse est détestable. Mais le régime de la propriété absolue de toute la presse par nos capitalistes est également détestable. Et ainsi de suite. Donc quand on donne des leçons, il faut toujours quand même un peu mettre les choses à distance et balayer un peu devant sa porte. C'est pourquoi je ne finirai que sur un point. Après tout, qu'on ait une discussion sur Cuba, pourquoi pas, et vous seriez bien surpris de voir que les lignes de partage ne sont pas celles qu'on croit. Car souvent, il s'est trouvé sur les bancs de la droite des gens qui avaient une passion indépendantiste assez forte pour trouver sympathique ce qui se passait à Cuba, mieux que certains socialistes qui le trouvaient détestable compte tenu de leur lien avec la FL-CIO. Bon, j'ai bien dit CIO. Laissons tout ça. À cet instant, une chose doit retenir notre attention. Et ça, je crois qu'on peut s'accorder là-dessus. Nous autres Français, nous sommes pour un monde ordonné, non pas multilatéral, comme l'a dit imprudemment le président de la République. Le multilatéralisme, ça finit toujours dans la guerre. Nous avons besoin d'un monde ordonné, avec une société des nations. Donc pour nous, la vertu supérieure, c'est celle de l'ONU. L'ONU a condamné 17 fois l'embargo que les États-Unis d'Amérique font peser sur Cuba. On ne peut rien dire de Cuba tant qu'on n'a pas commencé par condamner l'embargo. Si Cuba pouvait respirer, si Cuba n'avait pas perdu 125 milliards de dollars du fait de l'embargo au cours des années qui ont suivi l'embargo, Cuba vivrait différemment, Cuba vivrait autrement. Eh bien, nous sommes prêts à toutes les discussions sur le régime politique de Cuba, ça va de soi, hein. S'il faut le préciser, je le redis. Mais on commence la discussion comme s'arrêtera l'embargo. L'embargo est un acte de guerre contre Cuba,
qui bloque son développement. Et on pensait qu'on en avait fini, après, non pas la visite de François Hollande, qui fut très folklorique et intéressante, mais après la visite du pape, après la visite de M. Obama, on pensait que tout le monde s'était mis en gros d'accord pour dire maintenant, il faut que ça cesse, il faut que les relations soient normales. M. Trump a décidé de durcir le rapport à Cuba, d'une manière qu'il croit intelligente électorale, mais qui ne sert strictement à rien. Parce que la jeunesse immigrée à Miami, aujourd'hui, n'est pas aussi fasciste qu'il peut le croire. Elle est plutôt préoccupée d'échanges, de pouvoir aller et venir entre l'île et le continent, et c'est ça qui les intéresse. Mais M. Trump a décidé de durcir sa position. Et de nouveau, alors que les États-Unis s'étaient abstenus au dernier vote sous M. Obama sur la question de l'embargo, quand la demande de levée a été faite, M. Trump et l'État d'Israël, seulement eux, et eux deux, les deux, pas l'État, le gouvernement d'Israël, ont voté pour le maintien de l'embargo contre Cuba. Donc, il soit dit depuis cette tribune, une protestation solennelle contre l'embargo, contre l'acte de guerre et le comportement belliqueux, les 600 complots que les États-Unis d'Amérique ont organisés pour assassiner Monsieur le président Fidel Castro, et qu'il soit dit que nous sommes heureux de voir qu'enfin l'Union européenne, moyennant quelques bavardages sur les libertés, tourne la page et passe enfin une coopération concrète, efficace et amicieuse avec le peuple cubain. Merci, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Jean-Paul Lecoq de la Gauche démocrate et républicaine. Monsieur le député, vous avez la parole pour 10 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La ratification de l'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et la République de Cuba est un moment important dans les relations bilatérales entre l'UE et cette île caribéenne, car elle officialise le retour de relations normales et apaisées. Le débat de cet après-midi a plusieurs objectifs à remplir. Premièrement, et c'est une constante de l'engagement de la présidente et de notre commission des affaires étrangères, il s'agit de faire rentrer les débats internationaux au sein de notre hémicycle, où ils sont trop souvent mis de côté. Deuxièmement, parler de Cuba est une occasion rare, dans la mesure où c'est un pays trop souvent ignoré, pour ne pas dire volontairement ignoré. Troisièmement, parce qu'il semble très important de mettre en exergue le parcours de cet État en lien avec la géopolitique internationale actuelle. Permettant l'ouverture de Cuba aux puissances européennes, le document a été signé le 12 décembre 2016 dans le but de mettre en place un dialogue politique et fixe l'organisation des relations commerciales entre les deux parties. Cela marque officiellement la fin